Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet qui est peut-être le plus tabou jusqu'ici et qui est en ce moment énormément soumis à de la désinformation et qui subit beaucoup de polémiques. C'est le sujet des races. Donc, est-ce que les races existent? Eh bien, cette vidéo, elle a pour but une recherche de vérité au-delà de toute opinion politique. C'est pour ça que je vais franchir ce tabou et essayer d'en parler d'un angle scientifique. Alors, l'argument accepté et poussé dans les médias aujourd'hui, c'est que les races sont une construction sociale. Parce qu'ils vous disent, avec le premier argument, que seulement 20% des polymorphismes, c'est-à-dire les versions différentes d'un même gène, sont spécifiques à certaines populations. C'est-à-dire qu'il y a seulement 20% des versions de gènes qui sont retrouvées dans des endroits spécifiques et pas dans une population entière. Une autre, hein. Eh bien, cette allégation, elle est assez trompeuse, car déjà 20% c'est énormément. Et en plus, si on étudie la fréquence des 80% qui restent, on se rend compte que la majorité sont plus ou moins rares en fonction des différentes populations. C'est-à-dire que par exemple, un gène sera présent, enfin un polymorphisme, une version d'un gène sera présent chez 1% d'une population en Asie et chez 80% d'une population aux États-Unis par exemple. Et en fait, si on prend ça en compte, cette espèce de différence de fréquence, eh ben, un japonais pris au hasard, si on prend beaucoup de gènes, il sera jamais plus proche d'un aborigène que d'un autre japonais. Il y a un autre argument, c'est que, il n'y a pas de séparation nette, mais un continuum génétique. C'est-à-dire que les populations qui seraient comptées auront toujours une petite part de leur génome spécifique en commun. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un gradient progressif, et on ne pourra pas vraiment délimiter, mettre une ligne et dire là c'est cette population et là c'est une autre. Et donc, ils disent que comme on ne peut pas délimiter les populations de façon nette, le concept de race n'est pas légitime et que donc du coup les races n'existent pas. Bah, en fait cet argument il est un peu ridicule, c'est un peu un abus de langage, parce que si un jour sous un prétexte on disait par exemple que la différence entre le bleu et le vert, elle était graduelle, et qu'on ne pouvait pas vraiment dire qu'une couleur était bleue ou verte, car il n'y avait pas de limite nette entre les deux. Si vous regardez sur le spectre de la lumière, c'est vraiment très progressif, et il y a des couleurs pour lesquelles c'est assez ambigu, comme le turquoise par exemple, est-ce que c'est vert ou bleu, on ne sait pas trop. Et du coup, c'est comme si en partant de ça, on disait d'interdire les mots vert et bleu, et on punissait ceux qui refusent d'accepter que le vert et le bleu ne soient qu'une seule et même couleur, alors que pourtant, c'est deux concepts qui décrivent deux réalités différentes, imparfaitement, soit, mais qui pourtant sont utiles, et ont une réalité derrière, même si cette réalité, elle n'est pas réellement binaire. Il y a un autre argument, c'est l'argument de la couleur de peau, vous l'entendez souvent, c'est la couleur de peau n'est pas importante. Qu'est-ce que vous en avez à faire de la couleur de peau? C'est qu'une affaire de couleur de peau. Eh bien, en fait, personne ne prend vraiment en compte la couleur de peau. Les gens s'en fichent, c'est vraiment un abus de langage et une phrase toute faite. Parce que les différences humaines, elles sont bien plus profondes que ça. Par exemple, il y a une proximité beaucoup plus forte entre un Norvégien et un Italien qu'entre un Éthiopien et un Bantou. Et ça, en fait, les gens instinctivement le ressentent. C'est-à-dire qu'un Italien se sentira plus proche d'une société suédoise que d'une société éthiopienne. Alors que pourtant, la couleur de peau, certains Italiens se rapprochent plus des couleurs de peau africaines parfois que des couleurs de peau suédoises. Et en plus de ça, ce qu'on voit aussi, c'est que au sein même de l'Afrique, comme l'a montré par exemple les événements avec les révoltes soi-disant xénophobes en Afrique du Sud, eh bien, de la part des populations bantoues locales face aux immigrés qui venaient du Zimbabwe et d'autres régions plus au nord de l'Afrique du Sud, qu'il existe un fort racisme entre les populations africaines, car justement, il existe une forte diversité génétique entre les différentes populations africaines. Et la génétique dans tout ça, eh bien, je vais vous parler d'un indicateur qui est utilisé, et qui permet justement de faire un peu de lumière là-dessus, qui s'appelle la FST. Et bien la FST, c'est un outil qui nous permet d'évaluer la distance génétique. Et cette FST, c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que si entre deux populations la FST est de 1, il n'y a aucune similarité entre les deux populations. Si la FST est de 0, c'est que les populations sont parfaitement identiques. Donc par exemple, entre un chimpanzé et un bonobo, vous allez avoir une FST de 0,11. Des nouvelles études ont montré qu'entre Sapiens et Néandertal, la FST était de 0,15. Et qu'entre Sapiens et Erectus, la FST était de 0,17. Et dans la nature, d'autres espèces plus éloignées de l'homme, il y a le loup et le coyote, par exemple, qui vivent dans les mêmes régions, mais qui ne sont considérés comme des espèces différentes aussi,
ont une FST eux-mêmes aussi de 0,15. Et parfois entre certaines sous-espèces d'oiseaux, par exemple la FST entre certaines sous-espèces de cette espèce d'oiseau est de 0,06, donc c'est vraiment très peu. Et bien toutes ces populations sont pourtant considérées comme des espèces à part entière, alors que la définition d'une espèce, ce sont des membres d'une même population qui sont capables de se reproduire et de produire une descendance fertile. C'est le cas par exemple d'un loup et d'un coyote qui vont être capables de produire une descendance fertile, de sapiens et de Néandertal qui aussi ont pu produire des descendances fertiles parce qu'on a aujourd'hui une partie de notre génome qui est héritée directement de Néandertal chez toutes les populations non africaines. Et pourtant, toutes ces espèces qui peuvent se reproduire entre elles sont considérées comme des espèces différentes. Donc, pour moi, c'est plutôt des sous-espèces, parce que du coup, ça ne remplit pas la définition de l'espèce, même s'il y a vraiment des différences très fortes entre ces populations qui sont considérées réellement comme des espèces différentes et qui, la plupart du temps, ne se mélangent que très peu. Et maintenant, on va aborder le sujet sensible. Quelle est la FST entre les populations humaines ? Par exemple, la FST entre un Espagnol et un Français, elle est de 0,004, je crois. Eh bien, la FST entre un Africain moyen et un Européen moyen, elle est de 0,15. Et entre, par exemple, un Anglais et un Khoisan, qui sont des Bushmen d'Afrique australe, eh bien, la FST va jusqu'à 0,22. Donc, en conclusion, on peut donc voir que les populations humaines sont extrêmement diverses, beaucoup plus qu'on vous le dira jamais, et que les limites sont parfois floues, mais que la génétique permet de classifier les différentes populations humaines en sous-espèces à part entière, parce qu'on voit par exemple que il y a vraiment des très grosses différences entre certaines populations humaines, plus grandes qu'entre certaines espèces, vraiment plus grandes. Par exemple, il y a 2 fois la différence entre un Anglais et un Khoisan qu'entre un chimpanzé et un bonobo, qui sont extrêmement différents, et qui, évidemment, tout le monde l'accepte. Ces différences sont la raison de la génétique, et que ça va entraîner une différence de comportement, de mode de vie, et des différences générales sur énormément de caractères et de traits. Et ça, tout le monde accepte que c'est la raison de la génétique. Personne ne viendra de vous parler d'une culture des bonobos. Ce sera assez ridicule. Et la seule espèce pour laquelle nous n'avons pas le droit de faire ce genre d'interprétation, ce sont les Homo sapiens, ce sont nous, les humains, qui sommes bizarrement exempts de tout instinct naturel, de toute influence génétique, et nous ne sommes que des êtres de culture. C'est évidemment complètement faux et extrêmement arrogant de penser une telle chose. Et donc du coup, si on est extrêmement différent entre certaines populations, ça devrait être confirmé par certains pans de la médecine et des sciences médicales, par exemple. Et en fait, on le sait aujourd'hui que parce que justement il y a une certaine incompatibilité parfois, les métis, par exemple, ont horriblement de mal à trouver des greffes de moelle, par exemple, quand ils ont le cancer, et sont beaucoup plus sujets à mourir, par exemple, en attente de greffe, parce que justement leur système immunitaire est un système immunitaire hybride, qui vraiment n'est pas compatible avec le système immunitaire de 99% des gens. Et aussi, par exemple, les enfants métis, il y a une étude qui a montré qu'ils avaient jusqu'à 4 fois plus de mortalité infantile due justement aux problèmes causés par les différences génétiques, qui font des malformations, des problèmes, des maladies et autre chose. Aussi, ces personnes-là, là pour des raisons peut-être différentes, qui sont peut-être aussi des raisons d'identité, mais probablement aussi de la génétique, parce que les maladies mentales sont beaucoup liées à la génétique, mais ces populations-là, les populations métisses, sont beaucoup plus sujets à certaines maladies mentales, comme la dépression ou la schizophrénie. Et pourquoi j'en parle en fait? Ça c'est un autre argument, c'est que pourquoi parler de ces faits, essayer de sortir ces réalités déplaisantes au grand jour, et on devrait taire en fait ces faits, car les implications politiques pourraient être gravissimes. Donc je me dois de m'expliquer sur pourquoi je vous raconte tout ça, c'est qu'en fait pour moi, le racisme, selon la définition, c'est la hiérarchisation de la valeur morale d'une population sur une autre. Et moi, comme je suis un scientifique, je suis avant tout un amoureux de la vérité, les considérations morales, pour moi, ne sont absolument d'aucun intérêt. D'ailleurs, je considère largement que, en fait, les populations humaines ont toutes la même valeur morale et elles n'ont pas plus ou moins le droit à la vie que d'autres. Mais si je devais faire une interprétation politique,
Pour moi, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les chimpanzés et les bonobos sont très proches, avec une FST de 0,11, et sont considérés comme des espèces différentes, principalement par leur comportement, qui sont très différents, et les constructions sociales qui en découlent. Par exemple, les bonobos sont des pacifistes hypersexuels, et les chimpanzés, eux, sont très agressifs et hiérarchisés. Et tout le monde admet que c'est le résultat direct de leur génétique. Pourtant, elles sont plus proches que deux sous-espèces humaines entre elles, hein. Parfois jusqu'à 2 fois plus proches. Un autre angle de vue là-dedans, c'est que si par exemple on prenait un coyote et qu'on le mettait dans une meute de loups, ou qu'on prenait un bonobo et qu'on le mettait dans une meute de chimpanzés, eh bien techniquement ils pourraient s'adapter et croire qu'ils sont de l'espèce dans laquelle on les met, et s'adapter justement par la pression ambiante, c'est-à-dire le bain, le bain social de la nouvelle espèce, pourrait s'adapter et réussir à survivre. On a déjà vu par exemple des humains qui arrivaient à survivre dans des meutes de loups de façon tout à fait intégrée. On a déjà vu par exemple certains, certains oiseaux, comme les corbeaux, être élevés avec des chiens et se comporter parfaitement comme des chiens. S'envoler en aboyant, c'est des faits qui sont assez étranges, et parfois la capacité d'adaptation d'une espèce lui permet de vivre avec, en très faible minorité avec les autres. Mais pourtant, euh, c'est un chaos total si ce genre de phénomène ne relève pas que de l'exception. Et moi je pense vraiment que pour être épanoui, les peuples, ils ont besoin de choisir leur destin. Pour moi, le multiculturalisme, comme on l'appelle, avec des guillemets, ça amène la division et le chaos. C'est ça qui amène la haine et le racisme, en fait. C'est-à-dire que les structures sociales, elles sont adaptées aux populations qui les ont construites, de par leur génétique et leur comportement. Mais, ça, ce sera le sujet probablement de notre vidéo aussi, sur la culture et le bain culturel. Forcer les gens à vivre ensemble, basé sur le mensonge que nous sommes tous pareils, conduit inévitablement au conflit et à la mort d'une société. Parce que si on arrive dans une société vraiment où c'est que des grandes communautés et pas seulement des exceptions qui arrivent à s'intégrer, et bah il n'y a plus de confiance, les gens n'ont plus les mêmes désirs, les mêmes aspirations, et la démocratie ou même le vivre ensemble ne peut plus fonctionner. Parce que les gens sont vraiment trop différents dans leur tempérament et dans leurs désirs. J'espère qu'on comprendrait mon message et que vous arriverez à l'interpréter de façon la plus saine possible vous-même. Je suis désolé pour l'attente, mais j'ai eu beaucoup de choses à régler avec ma rentrée, et je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Et j'ai aussi pris du temps pour fouiller sur beaucoup de sujets, beaucoup plus loin, sur des sujets qui risquent d'être encore plus sensibles, et oui c'est possible. Bon. Du coup, bonne semaine à tous, et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.